Bonjour Monsieur Dame, ici Eric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui, on va retrouver un ami de longue date de l'émission Occident et puis de Lux Media. Donc je parle de Guy Millière. Alors Guy Millière est l'auteur d'Après les démocraties et l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden, que j'ai ici. J'ai eu du mal à l'avoir, mais en tout cas je vous conseille de lire si vous voulez une vraie analyse sur les élections et sur l'Amérique. Et un livre majeur qui est sous-estimé le plus souvent sur la 7e dimension, puisqu'on va parler un peu de TikTok, mais c'était aussi un grand spécialiste des nouvelles technologies, de la société post-industrielle, sur lequel on va revenir, puisque j'espère publier le volume 2, qui sera adapté, parce que depuis sa sortie, il y a eu beaucoup de changements avec les GAFAM en particulier. Donc. Alors, Guy Millière, bonjour, merci de nous accorder un moment de Bonjour. Las Vegas. Pour commencer, on va parler de l'actualité parce que vous préparez un livre, Y a-t-il quelqu'un pour sauver la France aux éditions Liberté Numérique qui va sortir bientôt. Et on parle des réformes des retraites, mais d'une façon générale, ça fait plusieurs années que vous publiez des articles et des livres sur la situation de la France. Vous êtes d'origine française, vous êtes né à Marseille, donc vous connaissez bien intimement et vous avez enseigné donc, à l'Université Paris 8 pendant de nombreuses années. Alors, que pensez-vous de la situation des réformes des retraites? Vous venez d'écrire un article d'ailleurs sur Drosinfo sur le sujet. Et après, on parlera de meilleurs habits parce qu'on parlera d'Israël ensuite, par la suite. Pour ce qui concerne la réforme des retraites, je dirais qu'il y a très très longtemps que le système de retraite français aurait dû être réformé. Quand ce système a été créé, il était évident qu'il rencontrerait des problèmes très graves au bout de quelques années. Quand il a été créé, il y avait à peu près 5 actifs pour un retraité. Et il y a aujourd'hui 1,7 actifs pour un retraité. Le fonctionnement du système français est un système qui repose essentiellement par la redistribution, c'est-à-dire que on prélève de l'argent sur les salaires des salariés à un moment donné, en leur disant qu'ils cotisent pour leur retraite, ce qui n'est pas exact. Ils payent avec ce qui est prélevé sur leur salaire les retraites des gens qui sont à la retraite en même temps que le moment où ils travaillent. Et donc, si vous avez 5 actifs pour un retraité, ce système peut paraître fonctionner parce que 5 actifs payent des cotisations qui financent la retraite d'un retraité. Si vous avez 1,7 actifs, ce qui est le chiffre d'aujourd'hui, il est impossible de demander à ces 1,7 actifs de payer la retraite d'un seul retraité. C'est un système qui est en dysfonctionnement total. Et ce que je viens de dire n'est que l'un des aspects de ce dysfonctionnement. En 1945-1950, l'espérance de vie moyenne en France se situait à 65 ans environ. Ce qui veut dire qu'avec la retraite à 60 ans, il y avait 5 années de paiement de retraite. Aujourd'hui, l'espérance de vie est une espérance de vie qui se rapproche des 80 ans, ce qui veut dire, même c'est un peu au-dessus, c'est 82, 83 ans, et donc cela veut dire que les retraites doivent être payées pour une période de 20 années au minimum. Donc le système de retraite français, le système central de retraite français est en faillite depuis longtemps. Il coûte de plus en plus cher et les gouvernements successifs auraient dû le réformer d'une manière fondamentale. Je me souviens qu'à l'époque où je travaillais avec Alain Madelin, un homme politique pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, nous pensions qu'il fallait que l'on passe petit à petit à un système par capitalisation, car le système de retraite français est dans l'impasse. Je dirais que nous sommes complètement dans l'impasse et les réformes que le gouvernement veut mener à bien en ce moment sont des réformes absolument minimalistes. Faire passer l'âge de retraite de 62 à 64 ans ne résoudra pas le problème. Cela permettra peut-être au système d'être beaucoup moins déficitaire, d'être beaucoup moins catastrophique
qu'il ne l'est dans l'immédiat, cela ne réglera pas le problème. Mais cette petite réforme qui est d'une certaine manière minime, ce n'est pas grand-chose, est une réforme qui suscite un soulèvement généralisé. Ce soulèvement est alimenté par la démagogie profonde des syndicats, par la pusillanimité de beaucoup d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques. Et je dirais que ces gens-là ne rendent pas service à la société française. Je dirais que si le gouvernement faisait preuve d'un peu plus de pédagogie et si Macron n'était pas aussi arrogant qu'il l'est, des explications auraient été données, ce que je constate en regardant de temps à autre la télévision française, c'est qu'on n'explique pas que le système est un système en faillite. On n'explique pas pourquoi il est en faillite. On n'explique pas pourquoi la capitalisation est un système infiniment meilleur que le système par répartition, qui est un système qui ressemble beaucoup à ce que l'on appelle en finance les systèmes de Ponzi, les systèmes qui servent à promettre des rentrées financières mirifiques à des gens et en leur payant ces rentrées par les nouveaux entrants dans le système. Je dirais qu'il y a de moins en moins de nouveaux entrants dans le système et j'ajouterai à tout ce que je viens de dire, d'ailleurs, le fait que vous avez non seulement tout ce que je viens de dire, mais que vous avez aussi le fait que le niveau de vie baisse en France. Et je dirais il y a tellement de problèmes en France que le problème des retraites n'est que l'un des problèmes. La sécurité sociale, le système d'assurance santé français est lui aussi dans une très très mauvaise posture. Le budget français explose. La France a le record du monde développé en termes de prélèvements obligatoires et en termes de dépenses publiques du gouvernement. Un tiers des dépenses du gouvernement sont des dépenses de redistribution sociale. La France est dans une situation extrêmement grave et je trouve déplorable que très peu d'économistes le disent. Les économistes qui pourraient le dire n'ont pas voix au chapitre. Justement, je profite de cette pause pour intervenir parce que l'IREF vient de sortir un article très intéressant sur l'analyse de la conception économique d'Éric Zemmour et on retrouve en fait celle que de Gaulle avait et en même temps derrière ça donc celle de Colbert à l'époque donc cette tradition antilibérale d'intervention de l'État avec justement, vous parliez de la répartition par rapport à la capitalisation. Est-ce que le gros problème de la France n'est pas justement cette conception un peu communiste puisqu'on a vu quand même qu'en 1945, De Gaulle a choisi plutôt les communistes et l'URSS plutôt que le traité d'Atlantique, alors que c'est eux qui ont permis à De Gaulle et aux Russes de pouvoir libérer l'Europe face au nazisme. Comment expliquer cette tradition complètement centraliste et interventionniste d'État qui mine en fait le développement de la France? Oui, ben je dirais qu'avant 1945, rien n'était parfait en France, mais il existait un système par capitalisation. Et effectivement, en 1945, le général de Gaulle, en mettant en place un gouvernement provisoire, a choisi de s'appuyer sur les communistes plutôt que de s'appuyer sur ceux qui auraient pu être mis en place grâce au soutien des États-Unis. Et donc, les communistes ont eu des postes extrêmement importants. Et je dirais que l'étatisation des systèmes français s'est considérablement renforcée à ce moment-là, et nous sommes dans les conséquences de cela. Mais c'est vrai que la France n'a pas une grande tradition libérale. La France est un pays où on a mis en place une économie très largement administrée. Il y a un livre d'un de mes amis, hélas décédé, qui s'appelle Fred Aftalion, qui s'appelle L'échec de l'économie administrée, où tout cela se trouve très bien expliqué. La France est un pays d'économie administrée, la France est un pays étatiste, et nous sommes dans l'échec de ce type de fonctionnement. J'ai regardé, avant que nous parlions, une émission faite, une vidéo faite par un économiste français de grande qualité qui s'appelle Marc Toiti. Et Marc Toiti expliquait que les prélèvements obligatoires en France avaient monté en flèche
Dans les années 1960, ils étaient encore aux alentours de 30% à peu près. Ils sont maintenant à une hauteur supérieure à 45%. Et donc, si l'on trace un graphique, on voit que la flèche monte très très vite depuis les années 60. Et si vous ajoutez à cette flèche une flèche qui parle de la croissance, qui montre la croissance en France, vous voyez que la flèche va dans la direction inverse. C'est-à-dire que plus les prélèvements obligatoires montent et plus la croissance descend. C'est extrêmement significatif et je dirais que la France est en train, hélas, de suivre le chemin de sa croissance actuellement. Les gens qui manifestent, les gens qu'on pousse à manifester en France aujourd'hui, sont en désarroi, sont pessimistes, mais je dirais que personne ne leur dit comment il pourrait être envisageable encore de sortir d'une situation qui va devenir de plus en plus désastreuse et de plus en plus catastrophique pour l'économie et pour la société française. Donc, on imagine que vous aborderez ces questions-là dans Y a-t-il quelqu'un pour sauver la France? Alors, l'analyse de l'IREF concernant le programme économique d'Éric Zemmour fait qu'en fait, il n'est pas très original sur ce plan-là, en tout cas, et qu'il rejoint la plupart des partis politiques en France qui ne sont pas dans la tradition de Bastia ou de Turgot, laissez-nous faire. Ils sont vraiment dans un modèle étatiste. Alors, autre élément de l'actualité, c'est Israël, qui est vraiment un gros morceau aussi, là. On a l'impression de se retrouver aux États-Unis avec Trump, lorsqu'il était face à un coup d'État aussi. Mais dans un premier temps, vous vous appelez à voter pour Meir Habib, qui a perdu son poste. Est-ce que vous pourriez faire un point sur cet ami que vous connaissez personnellement et venir après sur l'actualité israélienne? Parce que là, vraiment, on est face. Alors, je rappelle que Magali Marc a écrit plusieurs articles importants qui vont illustrer votre réflexion là-dessus. C'est les leaders de la droite israélienne dénoncent l'attitude de Joe Biden envers Benjamin Netanyahu et Israël. Israël 24 ouvre un fil info pour documenter en temps réel le coup d'État fasciste en Israël depuis le 27 mars. Et Israël accepte de fournir au Maroc, on voit qu'il y a un rapprochement avec le Maroc, du matériel sophistiqué pour affronter l'ennemi algérien. Et il y a aussi un problème avec la francophonie, c'est-à-dire que la Tunisie est membre de la francophonie, alors qu'Israël, qui compte plus de 5000 francophones, n'est pas parti. Alors, et là, vous avez deux articles que vous avez écrits. Vous dites que le pire ennemi d'Israël, c'est la gauche israélienne, et qu'on est face à un coup d'État contre la démocratie israélienne depuis un article qui est paru hier. Oui, pour ce qui concerne Meir Habib est un ami personnel depuis plus de 20 ans, mais je ne le soutiens pas parce que c'est un ami, je le soutiens parce que comme je l'ai écrit dans un article, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de courageux et c'est quelqu'un qui a de nombreuses fois sauvé l'honneur de l'Assemblée nationale et je dirais que sa présence à l'Assemblée nationale est absolument indispensable parce qu'il est le seul désormais. Il y avait aussi Claude Guasguen auparavant. Il est le seul désormais à défendre un certain nombre de positions qu'il est absolument indispensable de défendre et il est donc irremplaçable. Et donc, si certains en Israël écoutent ce que je dis que pas une seule voix ne doit manquer à Meir Habib et que l'invalidation de son élection a été très largement une manœuvre politique des gens, des membres du gouvernement ont dit à Meir Habib qu'ils ne voulaient plus de lui à l'Assemblée nationale, raison de plus pour qu'il soit à l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne Israël, je dirais que oui, ce que l'on voit se mener en Israël en ce moment, c'est ce que l'on voit se mener de la part de la gauche dans différents endroits de la planète. La gauche ne parvient plus à gagner les élections d'une manière équitable, normale, en respectant le suffrage universel. Donc la gauche fait ce qui peut ressembler très fortement à des coups d'État. Je dirais que la façon dont Joe Biden a été installé à la Maison-Blanche en 2020 en fait partie. Je dirais que l'utilisation aux États-Unis par la gauche de la pandémie pour contraindre un vote massif par correspondance,
l'absence de demande de pièces d'identité pour aller voter, une multitude d'autres éléments ont fait qu'il y a eu des fraudes et que Joe Biden était installé frauduleusement au pouvoir. Je peux ajouter à cela les émeutes qui ont suivi la mort par overdose d'un petit délinquant appelé George Floyd à Minneapolis. Je dirais que si je regarde la façon dont les choses se sont passées au Brésil pour évincer Jair Bolsonaro, je dirais qu'on retrouve un scénario qui est assez proche, et d'ailleurs l'administration Biden était impliquée, et je dirais que l'administration Biden est aussi impliquée dans ce qui se passe depuis des mois en Israël. En Israël, vous avez une coalition conservatrice, une coalition de droite qui a gagné les élections le 1er novembre de l'année dernière. Dès que cette victoire a été claire, et cette victoire elle est incontestable, il n'y a pas eu de fraude en Israël, tout a été contrôlé de manière très très précise. Dès qu'il y a eu cette victoire, la gauche israélienne a commencé à dire attention, ce gouvernement va être un gouvernement d'extrême droite, il y a un danger pour la démocratie israélienne. Ils ont pris le prétexte de la volonté de réformer la Cour suprême israélienne pour insister davantage dans cette direction. Et je dirais qu'ils ont effectivement mené des manifestations incessantes qui se sont terminées en émeute. Et puis cela s'est accentué petit à petit. Ils ont appelé à la désobéissance civile. Et la désobéissance a fini par toucher des unités de l'armée, par toucher la police. Et puis il y a eu des appels à la grève générale. Comme le ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou a commencé à fléchir, Binyamin Netanyahou a décidé de l'évincer du gouvernement et immédiatement, vous avez eu des appels à la manifestation qui ont été lancés dans tout Israël. Vous avez des gens qui ont été rémunérés et qui sont venus en autocar à Tel Aviv pour renforcer les manifestations. Et donc, je dirais que tout cela, ce n'est pas un coup d'État au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas l'armée qui fait un putsch quelque part, mais tout cela est une pression exercée sur un gouvernement pour qu'il recule et pour qu'il se stérilise lui-même. Et je dirais que c'est peu ou prou à ce résultat pour le moment que la gauche est parvenue en Israël. La façon dont on informe le reste du monde sur le sujet est absolument une honte. On dit que c'est Netanyahou qui est une menace pour la démocratie. On dit que ces ministres sont des ministres absolument épouvantables. On en cite essentiellement deux, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Je dirais que ce sont simplement des ministres de droite, ce ne sont pas des ministres d'extrême droite, ce sont des ministres conservateurs. Et on a le droit d'être conservateur dans une démocratie. Et je dirais que ce qui se passe est extrêmement inquiétant. Et l'administration Biden y est pour beaucoup. Je dirais qu'Israël est dans une situation qui n'est pas facile. Israël se trouve déjà face au fait que l'administration Biden fait preuve d'une très grande mansuétude vis-à-vis de l'Iran pour une raison très simple, c'est que l'administration Biden voudrait renouer un accord avec le régime iranien qui pourrait ressembler à l'accord qui avait été signé en juillet 2015 sous Barack Obama. Et en dehors de cela, l'administration Biden a eu des relations très froides et très distantes, même accusatrices avec l'Arabie saoudite, ce qui a pour conséquence une détérioration des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, un rapprochement de l'Arabie saoudite avec l'Iran par l'intermédiaire de la Chine. Et je dirais que les Émirats du Golfe sont en train de suivre la même direction. Donc je dirais qu'Israël se trouve face à une déstabilisation régionale très délétère provoquée par l'administration Biden. Et je dirais que l'administration Biden montre très clairement son hostilité au gouvernement Netanyahou et l'administration Biden a été très largement derrière la déstabilisation du gouvernement israélien. L'administration Biden ne veut pas d'un gouvernement israélien fort. L'administration Biden veut en Israël un gouvernement faible et déficient qui accepterait toutes les sombres manœuvres de l'administration Biden au Proche-Orient.
Alors justement, bon, on a reçu Swift2 et il a écrit un article dans Dreux Info sur les 5 raisons du rapprochement et enfin, ce qu'il a constaté, c'est qu'effectivement le Moyen-Orient, le Proche-Orient a été abandonné par l'administration Biden et donc ça expliquerait aussi le rapprochement entre l'Iran, la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc ils font tout faire pour faire échouer le projet Abraham. Alors, pour passer justement à l'administration américaine et à Trump, je voulais introduire le sujet par TikTok. Est-ce que, comme expert dans les nouvelles médias, vous pensez que réellement TikTok appartient à la Chine et qu'il y a une vraie manipulation derrière, ou c'est encore une fake news pour justifier des décisions quand même parce qu'on voit l'Europe et l'Amérique et le Canada qui veulent supprimer, un peu comme ils l'avaient fait avec le BlackBerry, supprimer ce média, quoi. Donc TikTok, c'est pas que je pense que TikTok appartient à la Chine. TikTok appartient effectivement à la Chine et TikTok est utilisé par la Chine pour prélever des données, des identités, pour voir dans quelle direction se dirigent les populations. Je dirais que TikTok est un moyen de renseignement, un moyen d'espionnage pour la Chine et je dirais qu'il importerait ou bien de couper les liens de TikTok avec la Chine, c'est-à-dire d'en faire une entreprise occidentale, ou bien de supprimer l'accès à TikTok. Il ne faut jamais oublier que la Chine est un pays sous régime totalitaire et que le régime totalitaire chinois est un régime qui a pour ambition de dominer le monde, de s'assurer une hégémonie sur l'ensemble de la planète. Et je dirais qu'il est extrêmement dangereux pour les démocraties, il est extrêmement dangereux pour tous les gens qui sont attachés à la liberté d'envisager de laisser un régime totalitaire chercher à dominer la planète. On a eu la visite de Biden ici au Canada. Alors, il y a eu une traduction de Magali Marc, justement, d'un article de Nick Arama paru sur le site de Restat le 24 mars. Joe Biden fait gaffe sur gaffe de monde parlementaire et journaliste canadien. Bon, André Pitt, ici, dans son émission, en a parlé, mais j'aurais voulu avoir votre témoignage parce que il a quand même appelé à applaudir la Chine. Vraiment, on est face à quelqu'un qui n'est plus présent, quoi. Alors, on dit toujours que c'est le 3e mandat d'Obama, mais est-ce que c'est pas une suite de cette politique de renforcement des pays islamistes vis-à-vis de l'Occident que Obama avait Je institué? dirais qu'effectivement, l'administration Biden peut être considérée comme le 3e mandat de Barack Obama. Il est évident depuis le moment de la campagne électorale en 2020 que Joe Biden n'a plus toute sa tête. Joe Biden n'a pas mené en 2020 une campagne électorale normale. Il a quasiment fait aucun discours et les petits discours qu'il a fait duraient un quart d'heure et étaient lus intégralement sur un téléprompteur. Dès qu'il s'éloignait de son téléprompteur, il commençait à divaguer et je dirais que cela s'est aggravé depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il est évident que ce n'est pas lui qui décide, que ce n'est pas lui qui gouverne et je dirais que le reste du monde s'en aperçoit. Les dictateurs s'en aperçoivent, les régimes totalitaires s'en aperçoivent. Il incarne une extrême fragilité des États-Unis. Et quand les États-Unis sont faibles, en général, les dictateurs gagnent du terrain sur la planète, les régimes totalitaires gagnent du terrain sur la planète. Je dirais que si Donald Trump était encore à la Maison-Blanche, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine parce que Poutine aurait été dissuadé. Si Joe Biden n'était pas au pouvoir, la continuation des accords d'Abraham se ferait et l'Arabie saoudite, au lieu de se tourner vers l'Iran et de voyager jusqu'en Chine pour ce qui concerne le prince Mohammed Ben Salman, l'Arabie saoudite se rapprocherait d'Israël et serait dans les accords d'Abraham. Donc je dirais que le fait que Donald Trump ne soit plus à la Maison-Blanche, le fait que Joe Biden ait été installé
à la Maison-Blanche. Le fait qu'il ne gouverne pas et que des gens de gauche et d'extrême gauche, pilotés par Barack Obama, gouvernent effectivement le pays, tout cela a des conséquences désastreuses sur la planète. Cela a des conséquences désastreuses en Europe puisqu'il y a eu la guerre en Ukraine et qu'elle dure encore. Il y a des conséquences désastreuses au Proche-Orient parce que l'Iran se renforce et que les accords d'Abraham sont détériorés et qu'en Israël, il y a une déstabilisation qui se dessine. Je dirais que si on regarde du côté de l'Amérique du Sud, la mise au pouvoir de Lula da Silva au Brésil est quelque chose d'absolument catastrophique. On en parle très peu dans les grands médias, mais Lula da Silva penche plutôt du côté de la Russie, de la Chine et de l'Iran, ce qui n'était bien évidemment pas du tout le cas de Jair Bolsonaro. Et je dirais que si on regarde la situation intérieure américaine, on voit que cette situation est une situation très, très mauvaise. Il y a plus de 2 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés dans le pays, qui sont disséminés dans le pays. Les dépenses par milliers de milliards de dollars ont occasionné une inflation qui galope dans une multitude de domaines. Et je dirais que donc les États-Unis eux-mêmes sont en très mauvais état. Et je dirais que lorsque Joe Biden se rend au Canada et qu'il confond Canada avec Chine et qui dit qu'il soutient la Chine, il fait un lapsus très significatif. Joe Biden a des liens très étroits avec la Chine qui vont devenir de plus en plus flagrants. Joe Biden est quelqu'un qui est tenu par la corruption, par la Chine. Et je dirais que lorsqu'il a parlé au Canada et qu'il a parlé de Chine alors qu'il pensait utiliser le mot Canada, il ne se rend plus compte de ce qu'il dit. Cela a suscité une grande hilarité. Et je dirais que c'est absolument consternant de voir un président américain qui Alors suscite justement, je l'hilarité. rebondis. Ouais, excusez-moi, je rebondis parce que au moins Biden a un point commun avec Trudeau, puisque nous, on a une affaire qui parle de subvention de la Chine par l'intermédiaire d'un député qui était membre du caucus libéral et qui a dû démissionner, enfin devenir un député indépendant. Alors là, on va parler de l'actualité concernant l'élection. Deux articles, avant même que Ron DeSantis annonce sa candidature pour 2024, ses donateurs préfèrent qu'il attende. Les raisons pour lesquelles Ron DeSantis ne sera probablement pas candidat en 2024. Et vous avez écrit un article vous-même, dossier Trump, la gauche américaine fera-t-elle des États-Unis un pays autoritaire et régi par des crapules? Alors, ce que j'aimerais comprendre, est-ce que vous pensez, comme Magali Marc, d'Andros Info, qu'il se peut que DeSantis ne soit pas candidat pour 2024, mais plutôt pour la prochaine, pour la suivante élection ou les suivantes? Pour ce qui me concerne, j'ai toujours pensé, d'une part, que Ron DeSantis n'était pas prêt. Je dois dire que je vais à des réunions politiques régulièrement ici aux États-Unis et Ron DeSantis n'a pas du tout le charisme quand il parle de Donald Trump. Et je dirais que le charisme, quand on fait des discours, est quelque chose d'extrêmement important. Ron DeSantis n'a pour le moment pas une notoriété aussi établie que celle de Donald Trump à l'échelle du pays. Et je dirais qu'il arrive à Ron DeSantis de tenir des propos qui sont des propos qui montrent qu'il a une immaturité en termes de politique étrangère. J'ai toujours pensé que cette fois, il fallait que Donald Trump puisse être le candidat et qu'une candidature Ron DeSantis ne pouvait que faire perdre le camp républicain pour des raisons très simples. D'une part parce que les électeurs de Donald Trump n'admettront pas qu'un candidat autre vienne diviser le parti républicain. Et je dirais que ceux qui pensent que Donald Trump se retirerait au profit de Ron DeSantis se trompent totalement. Donald Trump n'a pas du tout le tempérament à se retirer. Donc si vous avez une candidature de Donald Trump et une candidature de Ron DeSantis, cela signifiera à mes yeux un grand risque de défaite du camp républicain. Ceux qui poussent Ron DeSantis font une grave erreur et je dirais que j'ose espérer
que des gens raisonnables et lucides pousseront Ron DeSantis à attendre 2028, ce qui lui permettra de perfectionner son charisme, ce qui lui permettra d'établir davantage les conditions d'une candidature. Donc une candidature Ron DeSantis en 2028 me semblerait pertinente. Une candidature de Ron DeSantis cette année me semblerait potentiellement catastrophique et en tout cas au minimum délétère pour le parti républicain. Je dirais que les républicains lucides sur la situation aux États-Unis devraient soutenir la candidature de Donald Trump et devraient voir que si Donald Trump n'est pas réélu en 2024, et si un démocrate est élu, je ne pense pas que ce sera Joe Biden, encore on ne sait jamais avec ce que peuvent faire les démocrates, donc si un candidat démocrate est élu en 2024, en tout cas, je pense que les catastrophes qui se dessinent sur la planète et aux États-Unis peuvent s'accentuer, et je pense qu'il importe absolument qu'un républicain remporte l'élection en 2024. Et je pense que ce républicain doit être Donald Trump. Et je pense que si les républicains se rassemblaient plus nettement derrière Donald Trump, les chances de Donald Trump seraient accentuées. Je pense que diviser l'électorat républicain et servir les démocrates et servir les catastrophes qui prennent forme. Oui, parce que vous dites que dans votre article sur le dossier de Trump, la gauche américaine fera-t-elle des États-Unis un pays autoritaire régi par des crapules? C'est le danger. C'est-à-dire que si c'est pas un républicain, enfin si c'est pas Trump qui passe, et on va voir accentuer ce qu'on a commencé à voir avec sous l'ère Obama et Clinton, une sorte de corruption généralisée. Mais elle est déjà là, elle est déjà là. Oui, déjà là. Je dirais que ce dont je parle dans l'article, c'est des tentatives de politiser la justice et d'utiliser la justice pour essayer de démolir Donald Trump. Je dirais que l'utilisation de la justice par les démocrates est quelque chose d'absolument scandaleux qui devrait être dénoncé beaucoup plus largement. Quand dans une démocratie, quand dans un état de droit, la justice commence à devenir un instrument pour démolir son principal opposant politique, on n'est plus tout à fait dans une démocratie, on n'est plus tout à fait dans un état de droit et on est dans l'antichambre de ce qui peut ressembler à un état autoritaire. C'est un point commun qu'on retrouve de façon surprenante par rapport à la Cour suprême en Israël et la Cour suprême aux États-Unis. On sent que l'extrême gauche et la gauche généralement a compris qu'il fallait passer toujours sur cette idée de Gramsci de noyautage des différents réseaux, mais le réseau judiciaire semble être une arme absolue. Alors justement, en parlant de justice, ce que signifie le mandat d'arrêt international émis contre Poutine, est-ce que vous pouvez nous éclairer pour conclure cette entrevue sur cette guerre qui s'éternise? Alors, on voit bien que l'extrême droite, enfin, ce qu'on appelle Reconquête, Éric Zemmour et différents partis considèrent que la guerre est peut-être gagnée par la Russie, alors que quand même ça fait un an que ça s'éternise. Mais est-ce que c'est légitime ou même crédible qu'il y ait un mandat d'arrêt international? Parce qu'on va dire, on va dire les choses très clairement, Poutine en a rien à faire. S'il est capable de faire un génocide et un massacre comme il fait avec le peuple ukrainien, qu'est-ce qui va l'empêcher d'aller ailleurs, comme Staline, comme son maître à penser, quoi. Oui, ben, je dirais que ce mandat international est pleinement légitime. Je dirais que je n'ai cessé de dire depuis les premières semaines de cette guerre que Vladimir Poutine est un criminel de guerre et que ces crimes de guerre accumulés constituent une tentative de génocide et un crime contre l'humanité. Donc je dirais que ce mandat d'arrêt souligne cela. Il est basé sur des éléments très très précis. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour rassembler tous les documents requis pour prouver tous les crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. Ils sont innombrables. Parmi les gens qui travaillent là-dessus, il y a le père Patrick Desbois, qui est la personne qui a mis au jour la Shoah par balle, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette direction
Poutine est effectivement un criminel de guerre, Poutine est effectivement un criminel contre l'humanité, et je dirais que ce mandat d'arrêt a au moins eu un rôle très précis, c'est qu'il dit sur la surface du monde, Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un qui est fréquentable, Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un que l'on peut recevoir, Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un avec qui il est possible de débattre de quelque façon que ce soit. On ne peut pas débattre avec un criminel, on ne peut pas négocier avec un criminel de ce genre. Et donc la place de Vladimir Poutine devrait être en prison quelque part et pas du tout au pouvoir. Je dirais que cela restreint considérablement les possibilités de déplacement de Vladimir Poutine. Je dirais que Vladimir Poutine ne peut plus mettre les pieds dans un pays occidental ou dans un cénacle international. Il peut encore rencontrer des gens comme le dictateur nord-coréen, comme le dictateur chinois Xi Jinping, qu'il a reçu il y a quelque temps. Il peut aller en Iran rencontrer l'ayatollah Khamenei, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Il peut aussi aller en Biélorussie, mais bon, ses capacités de déplacement sont limitées. Il n'est plus possible de penser à une solution négociée avec lui, et de toute façon, je dirais qu'il ne doit pas y avoir de solution négociée au bout de cette guerre. Cette guerre est une guerre criminelle, c'est une guerre d'agression, c'est une guerre qui vise à annihiler l'Ukraine faute de pouvoir l'annexer à la Russie. Et dans une guerre de ce genre, il ne peut y avoir qu'un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur doit impérativement être l'Ukraine, le vaincu doit être impérativement la Russie. Céder quoi que ce soit à Vladimir Poutine serait céder à un criminel de guerre, devenu criminel contre l'humanité, et je dirais que cela créerait un très grave précédent. Infliger une défaite à la Russie, infliger une défaite à Vladimir Poutine sera un message envoyé à tous les dictateurs criminels sur la surface de la planète. Xi Jinping le sait, c'est pour cela qu'il essaye d'éviter une humiliation totale à Poutine. Je dirais qu'il importerait précisément qu'il y ait une humiliation infligée à Vladimir Poutine. Rappeler, C'est nécessaire. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que lui, puisqu'il y a aussi Maria Lvova-Belova, commissaire aux droits de l'enfant de Russie, parce qu'il y a eu quand même une prise en otage et un vol de plusieurs milliers d'enfants qui ont été récupérés en Russie. Donc il n'y a pas que Poutine, il y a plusieurs autres personnalités. Mais alors, est-ce que, pour conclure, je dirais la dernière question, on voit bien que la Suède, la Norvège et la Finlande demandent à intégrer l'OTAN. Est-ce que, quelque part, l'OTAN s'est réaffirmée et a retrouvé de la vigueur et une légitimité? Non, ce n'est pas le cas de la Norvège. Il y a la Finlande et la Suède qui demandent à entrer dans l'OTAN. La Finlande devrait rentrer très prochainement. Pour la Suède, c'est plus compliqué parce que la Suède abrite des membres du PKK, du Parti communiste du Kurdistan turc, et Recep Tayyip Erdogan dit je n'accepterai pas de l'entrée de la Suède dans l'OTAN tant que des gens du PKK auront la possibilité d'être réfugiés en Suède. Donc le cas de la Suède est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, oui, l'OTAN se trouve renforcée considérablement et je dirais que les Européens, un tant soit peu lucides, je dirais qu'il y en a quand même pas mal, comprennent que les pays européens ont des armées extrêmement faibles. Les pays européens ont cru qu'après la chute de l'Union soviétique, il serait possible de toucher, entre guillemets, les dividendes de la paix et qu'il serait possible de désarmer. Les pays européens n'ont plus d'armées qui soient susceptibles d'être des armées à même de défendre les pays européens. La structure de défense de l'Europe et de survie de l'Europe comme un continent où la liberté et la démocratie existent, la structure de défense de l'Europe, c'est l'OTAN, et la principale force au sein de l'OTAN, c'est l'armée américaine. Ceux que je vois défendre en
France, par exemple, la nécessité de sortir de l'OTAN et la nécessité d'en finir avec l'OTAN. Ceux qui disent que l'OTAN aurait dû disparaître en 1991 avec la chute de l'Union soviétique sont des gens qui sont ou bien complètement idiots et irresponsables et qui ne comprennent pas la situation réelle de l'Europe, qui ne comprennent pas la différence entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, par exemple, et ce sont des gens qui, de facto, font le jeu des ennemis de ce que l'on appelait au moment de la guerre froide le monde libre et qu'on devrait encore appeler le monde libre, même si les démocraties occidentales sont imparfaites. Ce sont des démocraties, même si les États de droit occidentaux sont imparfaits, ce sont des États de droit et je dirais que les démocraties et les États de droit méritent d'être défendus et en Europe, la défense des démocraties et des États de droit, elle se fait par le biais de l'OTAN. Ceux qui sont contre l'OTAN sont des suppôts, conscients ou inconscients, des dictateurs et des régimes totalitaires sur la planète. Merci beaucoup. On vous remercie, Guy Millière, pour nous avoir accordé votre temps. C'est précieux pour cet éclairage. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden » chez Ballant. On peut l'avoir sous forme numérique. Et la 7e dimension, le nouveau visage du monde, on travaille sur une prochaine édition, mais c'est un livre très important aussi. Alors, je rappelle juste pour finir qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir, La société de surveillance Made in China, aux éditions de l'Aube, sur la censure généralisée sous le régime dictatorial de Xi Jinping, donc en Chine, qui étend la surveillance jusque dans les communautés de la diaspora, donc d'où le lien avec l'affaire Trudeau et le soutien et l'amour qu'il a, comme son père d'ailleurs l'avait avec les marxistes chinois. Voilà, merci beaucoup Guy Millière, merci beaucoup messieurs, dames pour votre attention et à une prochaine émission.